Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réactu, des vidéos dans lesquelles je parle un peu des actualités chaudes du moment concernant le football. Aujourd'hui on va s'attarder un peu au cas Haaland à Manchester City, on va également faire un petit hommage au roi Pelé, mais on commence tout de suite cette vidéo sur le mercato du Paris Saint-Germain. Concernant le mercato du Paris Saint-Germain, on a Christophe Galtier qui a annoncé fin décembre qu'il n'y allait pas avoir d'arrivée du côté du Paris Saint-Germain s'il n'y a pas de départ. Entre guillemets, je pense qu'il y aura zéro mouvement du côté du Paris Saint-Germain parce que je vois pas qui est-ce qui peut partir. Et ça porte débat surtout aujourd'hui parce qu'il y a eu la première défaite du Paris Saint-Germain contre Lens, une défaite durant laquelle il n'y avait pas les joueurs phares du Paris Saint-Germain, hormis Mbappé, mais il n'y avait surtout pas Messi et Neymar ou encore Nuno Mendes. Et un match où voilà, on a vu qu'il y avait certains manquements du côté du PSG et surtout un manquement du côté des remplaçants qui n'étaient pas très bons. On a vu un PSG qui était dépendant justement de Neymar et Messi. Et c'est une dépendance, je tiens à le dire, qui n'est pas du tout anormale. C'est normal que dans tous les grands clubs, on ait des joueurs qui s'accaparent beaucoup de buts, beaucoup de passes décisives qui sont importants dans le jeu. Au Real de Madrid, c'est le cas avec un Benzema. À Manchester City, c'est le cas avec De Bruyne ou Haaland. Au Bayern de Munich, c'est également le cas. Dans tous les grands clubs, on a des systèmes de jeu où il y a des joueurs forcément qui ont plus d'importance que d'autres. C'est pas du tout le problème que je tiens à signaler du côté du Paris Saint-Germain. Le problème que je tiens à souligner, c'est que les remplaçants, en fait, on les voit pas. Ils n'arrivent pas à s'affirmer. Et on ne voit pas d'expression collective qui émane du côté du Paris Saint-Germain. Et à ce niveau-là, tu as deux écoles, deux manières de penser qui vont être différentes. Tu as la première partie de gens qui vont dire les remplaçants ils sont pas au niveau, donc les Soler, les Sarabia, les Ruiz, les Renato Sanchez, ils sont pas au niveau, même les Bernat, etc. C'est pas encore du niveau. Du coup, c'est des joueurs pas bons, ça va pas dans l'équipe. Le PSG peut bien jouer parce que ces joueurs ont pas le niveau assez élevé pour jouer au Paris Saint-Germain. Et tu as l'autre école, l'école, vous allez voir, pour laquelle je suis, qui va te dire qu'en fait, ce problème, c'est un problème global de tactique, de philosophie de jeu du Paris Saint-Germain. Tout d'abord, pour ceux qui disent que les remplaçants ne sont pas au niveau. Je suis d'accord que les remplaçants au Paris Saint-Germain, ils ne montrent pas assez de caractère lorsqu'ils ont le ballon, ils ne prennent pas des décisions importantes et c'est des joueurs, on a l'impression qu'ils sont flagellés, ils ne peuvent rien faire, ils sont totalement inutiles avec le ballon. Là-dessus, je suis assez d'accord qu'on a des joueurs qui perdent beaucoup de leur personnalité quand ils arrivent au Paris Saint-Germain. Mais il ne faut pas oublier qu'avant d'arriver au Paris Saint-Germain, ces joueurs-là, ils sont très bons. On a des Sarabia avant qu'il arrive au Paris Saint-Germain, c'était un joueur qui était plutôt très bon, Soler aussi très bon, Renato Sanchez, on connaît son niveau, c'est un très bon joueur. D'autres joueurs qui sont passés par là et qui ne sont plus des Diallo, c'était plutôt un joueur qui était très bon. Draxler, avant qu'il arrive au Paris Saint-Germain, ça allait être un futur crack, c'était aussi un joueur très bon. Et on est sur un PSG qui, depuis le début de sa création, depuis une dizaine d'années, on est toujours sur le même schéma. C'est-à-dire qu'on a des titulaires très forts et des remplaçants qui n'ont pas trop le niveau. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il faut juste remettre en question un peu la stratégie globale du Paris Saint-Germain parce que ces joueurs, foncièrement, ça reste quand même des très bons joueurs. Alors pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas avec cette équipe-là et dans cette tactique précise du PSG? Le problème pour moi, il est assez évident. Il vient de Messi, Neymar, Mbappé. Un problème qui est également la solution du Paris Saint-Germain. Et il est là, en fait, tout le paradoxe, c'est qu'on a un Paris Saint-Germain qui, collectivement, est ultra dépendant de ces trois joueurs-là. Et ces trois joueurs-là vont influencer le jeu de tous les joueurs et de toute l'équipe à côté. Ces joueurs-là, quand ils sont là, qui sont bons offensivement, ok, ça va marcher. Toute l'équipe va se mettre à, entre guillemets, jouer pour eux. Les joueurs qui ne sont pas habitués à faire des replis défensifs, ils vont les faire. Il y a des joueurs qui vont prendre des positions qu'ils ne devraient pas avoir pour essayer de couvrir les manquements qu'ont la MNM à certains postes. On a une équipe qui marche. Si la MNM fonctionne, tu as un PSG qui fonctionne. Parce que le problème collectif qu'apporte la MNM, il le résout avec la solution qui est que la MNM justement est un trio d'attaquants qui est exceptionnel et qui marque des buts. Le problème, c'est lorsque ce trio-là, il est plus efficace et on l'a vu contre Lens, il n'est pas efficace parce qu'il n'est pas là. Et ben le problème, c'est que les joueurs qui sont mis à leur place, ils n'ont pas le niveau pour s'exprimer individuellement et avoir un rendement assez bon. Puisque au moment où il y avait la MNM, ces joueurs-là, ils étaient totalement bridés, ils ne jouaient pas leur réel jeu. Tu as un Fabian Ruiz, tu as un Vitinha, tu sens que c'est des joueurs, ils ont plus de poids d'habitude dans le jeu. C'est des joueurs qui prennent plus de décisions. Tu as même les joueurs sur les côtés. Hein. Hakimi, c'est un joueur qui prend plus de choses à son avantage. D'habitude, on l'a vu à Dortmund. Mais là, ils sont dans une expression de jeu qui est terriblement rabaissée puisqu'il y a la MNM. Donc quand la MNM n'est plus là, bah, ces gens-là, ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus comment avancer. Et ça, c'est créé
parce que la MNM prend trop de place dans cette équipe-là. Et donc on est face à des joueurs qui sont bridés et un PSG qui a ses problèmes, mais qui a plus sa solution parce que cette solution est blessée ou est autre part ou n'est plus aussi réaliste qu'avant. Et donc on se retrouve avec un PSG qui a que des problèmes sans la solution. Pour revenir au problème principal qui est le mercato du Paris Saint-Germain, je suis assez d'accord dans la globalité pour ne pas faire de mercato. Hormis un défenseur central, parce que là, les défenseurs centraux, on a vu Kimpembe, on ne sait pas comment il va revenir, on ne sait même pas s'il va revenir. Point de vue médicaux, tout ça, on ne sait pas s'il va se répéter ou quoi. Marquinhos, depuis le Real de Madrid l'année dernière, on a perdu le grand monsieur que c'était. On sent quand il a le ballon, ça fait peur. C'est assez terrible d'ailleurs. Et Ramos, dès qu'il y a un peu d'intensité, ça explose en éclats. Le meilleur défenseur central du PSG depuis le début de la saison, clairement, c'est Danilo. Donc on en a 4. Si on veut jouer à 3 défenseurs derrière, il faut quand même un joueur qui soit là en backup et qui ait le niveau pour jouer au PSG. Donc hormis ça, je suis plutôt d'accord qu'il ne faut pas de recrutement parce qu'on a assez de joueurs de bonne qualité sur le banc. Au milieu de terrain, on a un Renato Sanchez qui est sur le banc, un Fabian Ruiz ou Vitinha en fonction des matchs. En attaque, numéro 10, un peu 9,5, on a un Solaire. Sur les côtés, pour remplacer, on a Sarabia. Et en 9, on a Ekitike. Donc, pour ce qui est des remplaçants, j'aimerais voir un Paris Saint-Germain qui a un entraîneur qui arrive à les mettre dans des meilleures dispositions, qui arrive à leur donner confiance. C'est à ça que ça sert, un entraîneur de base. On ne veut pas juste un manager qui arrive à manager des égos. On veut aussi un entraîneur qui arrive à mettre en place de bonnes tactiques, qui fasse jouer tout le monde ensemble et qui arrive à mettre en confiance les joueurs qui ne le sont pas de base et avoir un système de jeu du PSG où tu donnes certes beaucoup de pouvoir à la MNM, mais tu donnes pas tout le pouvoir à la MNM et tu laisses les joueurs un peu s'exprimer plus librement. On passe au deuxième débat qui porte sur Haaland et je tiens à dire que mon idée est loin de dire que Haaland c'est une mauvaise idée pour City, que ça marche pas à City, que Pep Guardiola a une mauvaise idée de le prendre, que le mariage est pas bon. Loin de là est mon idée de penser ça. Quand on est sur un joueur qui a marqué déjà une vingtaine de buts en PL en 15 matchs lors de sa première saison, qui a une telle importance, qui ne stresse pas, qui marque but sur but, je suis désolé, voilà. Et je tiens vraiment à le dire, c'est un joueur exceptionnel dans une équipe qui reste quand même sur des standards très très élevés. Voilà, n'allez pas me faire dire ce que je ne vais pas dire. Haaland est un joueur fabuleux. L'idée ici, elle va être surtout de montrer que le cas Haaland, ça apporte des plus, mais ça apporte également des moins, et de savoir est-ce que ces moins, ils vont être plus dommageables à City que ce que les plus peut apporter à City. On est sur un Haaland dont on connaît les plus, on peut les énumérer vite fait. Énorme buteur, voilà, on a déjà dit les buts qu'il avait marqués, c'est un joueur de surface qui va prendre des joueurs, voilà, il va y avoir 2-3 joueurs autour de lui, du coup ça permet aux autres joueurs à côté d'être un peu plus libres. C'est un joueur qui est très bon de la tête, c'est un joueur qui a un physique énorme, qui peut également jouer en profondeur, donc ça permet aux équipes adverses de ne pas trop pouvoir monter parce que c'est un joueur qui va quand même assez vite, bizarrement pour son physique. Et en plus de ça, c'est un joueur qui est très bon en termes de pivot et de relais pour ses partenaires. Pour ce qui est des points négatifs, ça reste quand même un joueur qui est très très axial. Si on prend comme référence la personne qui était là l'année dernière à sa place, c'est Gabriel Jesus. L'idée, c'est pas de dire que Haaland, c'est un moins bon attaquant que Gabriel Jesus, mais c'est vraiment de percevoir ce que ça apporte en moins que Jesus pour City, pas en tant que joueur pur. Jesus était un joueur qui pouvait un peu aller à droite, à gauche, qui était très très mobile. Haaland, ça reste quand même un mec qui est très axial. Et donc, dans la fluidité un peu de City, City va perdre un peu de ce truc-là, de dédoublement de poste à gauche, à droite. On a quelqu'un qui est à l'aile droite qui va partir à gauche, tout ça. On la perd un peu avec Haaland. Autre point négatif, on est sur un joueur qui replie beaucoup moins que pouvait le faire un Gabriel Jesus. On est sur Haaland, c'est pas un joueur non plus comme Messi ou CR7 sur les dernières années qui va strictement rien faire en termes de repli. Hein. Il se replie, mais quand même beaucoup moins que Gabriel Jesus. Et enfin, dernier point un peu négatif, c'est dans la fluidité de jeu. On est sur un Haaland qui, dans le jeu, je ne parle pas dans la surface, va être quand même un joueur très très brut. Voilà, on connaît son style, ça va être relais en une touche de balle, de la tête, du pied. Parfois, c'est techniquement pas très juste. Et comparé à un Jesus qui, lui, on le voit très bien aujourd'hui à Arsenal, est capable de prendre ce ballon au milieu de terrain, de percer des défenses par son dribble, par sa fluidité, son jeu mobile. Haaland, il l'a pas, ça. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que de base, on peut penser que Haaland, c'est super pour City, c'est génial, il n'y a rien à dire, parce qu'on a City de l'année dernière, 2021-2022, plus Haaland. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas ça en fait. C'est City 2021-2022, moins quelqu'un
plus Haaland. Et ce moins quelqu'un-là, il faut essayer de comprendre ce que ça va coûter à City de ne plus l'avoir, justement. Et est-ce que l'arrivée d'Haaland, elle va combler ce moins? C'est ça qui est intéressant pour Pep Guardiola et pour City, c'est est-ce que ce plus va être plus fort que ce moins n'est fort? Et là, d'où vient le débat, c'est qu'on est forcé de constater que depuis 4-5 matchs du côté de City, il y a beaucoup de victoires, ça joue bien, il y a beaucoup d'expected goals. On reste sur un City qui a des standards très très élevés. Mais il y a moins de marge par rapport aux adversaires. Il y a des victoires qui sont gagnées que d'un but d'écart, où il n'y a pas tant d'occasions que ça. On est sur aussi des matchs nuls, voire des défaites. Donc on remarque que ça s'effrite un peu ce côté-là de City. On est sur une équipe qui, même collectivement, on voit dans la manière dont il joue, qui est beaucoup plus stéréotypée. On voit que l'objectif, c'est vraiment de trouver Haaland dans la surface et c'est tout. Alors qu'avant, il y avait des dangers qui venaient un peu partout. Le danger était moins fort en termes d'individualité pure, quand tu avais un Sterling ou Jesus, bien sûr que devant le but, etc., il n'y a pas photo par rapport à Haaland, encore une fois. C'est pas l'objectif de cette vidéo, mais c'est de dire que dans un esprit collectif, il y a une grosse différence par rapport à l'année d'avant. Bien sûr, on ne sait pas ce qui va se passer. Dans 4 mois, vous pourrez me ressortir le fait que j'ai dit ça. Peut-être que City va enfin gagner la Ligue des Champions justement avec Haaland. Mais pour moi, le juge de paix, c'est pas la Ligue des Champions. J'en parlerai dans peut-être d'autres débats, dans d'autres vidéos. C'est mon avis, pour moi. C'est plus difficile de gagner la Première Ligue que la Ligue des Champions parce que la Ligue des Champions, ça joue... Enfin, j'ai pas envie de dire que c'est plus dur, mais la PL, tu peux pas gagner la Première Ligue si t'es pas le meilleur. Tu es obligé d'être le meilleur pendant les 38 journées de Première Ligue pour être champion. Pour la Ligue des Champions, tu n'es pas obligé d'être le meilleur collectivement pour la gagner. Il y a d'autres aspects, il y a les momentum, il faut bien les jouer, il faut bien savoir défendre, il faut avoir aussi un peu de chance. Quand Chelsea la gagne il y a 3 ans, il me semble, justement contre City, City collectivement, c'est une très belle équipe, mais c'est pas une meilleure équipe que City. Le Real Madrid, quand il l'a gagné l'année dernière, le match aller-retour contre City, et même contre le Paris Saint-Germain, mais aussi contre City, ça se joue à des mini-détails, mais en termes d'expression collective, City est quand même au-dessus du Real de Madrid. Mais il y a d'autres choses qui jouent en Ligue des Champions. Pour moi, le juge de paix, c'est la PL. Et pas sûr que City gagne la PL justement en cette fin de saison. Pour moi, s'ils veulent la gagner, il va falloir que ça se remette en question. Il va falloir que le système de jeu il soit plus orienté vers d'autres joueurs que Haaland. Toujours sur Haaland, avoir une connexion avec Haaland très important, avec ce joueur qui peut marquer, mais aussi faire jouer et progresser les autres joueurs. On est sur un Grealish qui, moi j'ai beaucoup de mal avec ce joueur-là, qui n'arrive toujours pas à exprimer pleinement son jeu, alors que c'est quand même un joueur fabuleux de base. Faut que Mahrez aussi puisse continuer à s'exprimer parce que c'est un joueur qui a besoin de ça. Foden, qui est un joueur excellent aussi, il a besoin de marquer des buts. Il faut que l'expression collective, que les buts, que les passes décisives, ça soit plus équilibré que De Bruyne pour Haaland, De Bruyne pour Haaland, De Bruyne pour Haaland. Dernier thème de cette vidéo, c'est un petit hommage, ou plutôt même un grand hommage au roi Pelé. Et juste pour dire, voilà, le débat ça porte autour de ça. Arrêtons les comparaisons. Arrêtons de dire le plus grand c'est Pelé, c'est Maradona, c'est Messi, c'est Cristiano Ronaldo. Faisons des débats sur les personnes de notre temps et qui sont dans des périodes durant lesquelles ils ont joué qui sont les mêmes. On peut comparer un Messi, Cristiano Ronaldo, si vous avez envie de le faire, il n'y a pas de problème. Mais comparer ces joueurs-là à Pelé, c'est pas du tout la même chose. Et arrêtons aussi de dire, si Pelé, il avait joué en 2020-2010, il n'aurait pas du tout eu le même niveau que Messi. Messi est vraiment plus fort que Pelé parce que voilà ce qui fait Messi, Pelé il n'aurait pas pu faire aujourd'hui. Juste si Pelé il avait été présent pour jouer en 2010-2020, il aurait eu les mêmes conditions de progression, le même panel physique et il aurait eu le même entraînement qui fait qu'il aurait été du même niveau. Donc pour moi ce débat il n'a pas lieu d'être. Il faut juste être tous d'accord pour dire que c'est le meilleur de son temps et de son époque. Et c'est déjà pas mal parce qu'à son époque il y avait déjà de très très bons joueurs. Et ensuite, dire que c'est tout simplement une légende de foot et que ça reste la première légende du foot et qu'il faut espérer que ça le reste à vie et qu'on continue à parler de Pelé, qu'il continue à avoir des vidéos et de parler de Pelé comme une légende et de ne pas essayer de le comparer. Voilà, dire que c'est une légende tout d'abord de par sa dimension sportive. Déjà parce que c'est le seul joueur encore aujourd'hui au monde qui a gagné 3 Coupes du Monde et je peux vous dire que pour battre ce record-là, peut-être Mbappé bientôt, mais va pas falloir se lever trop tard. Ensuite, le nombre de buts qu'il a marqué, c'est faramineux. Point de vue physique, il était tellement en avance sur son temps quand on voit des vidéos, mais il se faisait charcuter à une époque où, ça c'est important de le dire, il n'y avait pas de carton rouge à l'époque auquel il jouait et c'est limite lui, après la Coupe du Monde 66, qui a fait réfléchir les instances de la FIFA pour qu'ils instaurent le carton rouge pour qu'on arrête de tacler ce merveilleux joueur-là. Ensuite, sur les gestes techniques,
Et là, vous les connaissez, les vidéos où on voit Pelé faire des gestes qui sont repris aujourd'hui par certains joueurs. Et enfin, pour le Brésil, quand on vous dit foot, tout de suite, quand vous étiez petit, quand vous parlez de foot, à quelle équipe vous pensiez quand on parlait de foot? C'est le Brésil, c'est le Brésil un peu samba, c'est le Brésil technique, etc. Et ce Brésil-là, bien sûr qu'il y avait des joueurs avant Pelé qui ont essayé de l'amener, mais il faut savoir qu'il a été retiré un temps par la sélection du Brésil, et c'est l'avènement Pelé qui a fait en sorte qu'on revienne à un Brésil qui joue avec ce jeu très, très beau, très technique, qu'on aime tous et qui correspond un peu au football qu'on a tous dans notre imaginaire aujourd'hui. Et c'est Pelé, c'est la dimension de Pelé, c'est sa force, c'est ses statistiques, c'est tout ce qu'il a explosé en termes de carrière qui a fait qu'aujourd'hui on parle de Brésil de cette manière-là, qu'on a un Neymar qui fait des sombreros, des virgules, qu'on a eu un Ronaldinho. Tout ça, ça vient de Pelé. En plus de cette dimension sportive, on est sur une dimension qui est aussi d'ordre politique, qui a été malheureusement utilisée lors de la dictature quand elle est arrivée en 64 au Brésil, bien que Pelé était apolitisé. Ça, il a été largement critiqué justement pour ça et sa non-prise de position. C'est une image qui, de par sa mondialisation, parce que Pelé, ça a aussi été le premier joueur un peu à faire des publicités, à être important en termes de marketing. Là-dessus aussi, c'est une grande force, mais de par sa médiatisation, il a été aussi utilisé de manière politique. Également, sa mondialisation et le fait qu'il soit connu dans le monde, ça a aussi aidé d'une certaine manière la cause noire, puisque ça a été le premier joueur noir un peu à dépasser les frontières. Pelé a aidé aussi de cette manière-là à être une figure noire importante aux yeux du monde entier. Pour toutes ces choses-là, faut dire merci, faut parler de Pelé comme une légende, faut arrêter les comparaisons, voilà, juste apprécier, dire bravo, chapeau monsieur. C'est tout pour ces 3 débats de la journée. Je vous souhaite dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire parce que je pense que vous avez peut-être des avis totalement différents du mien et je pense que c'est bien que vous les ayez. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Ciao.